Voilà. Vous pouvez commencer. N'hésitez pas à regarder les vieilles feuilles de résumé sur la dérivation, d'accord, sur les dérivées de fonctions usuelles et sur les formules qui vous montrent comment dériver une fonction composée. Première fonction, on a une fraction agréable avec un numérateur et un dénominateur, c'est ce qui définit une fraction. Et c'est ici f de x égale, alors si je me rappelle bien, c'est x divisé par 4 moins x au carré. Je me rappelle bien? Bon. Alors ici, on va identifier d'abord un numérateur et ensuite un dénominateur. Et on va s'occuper de deux. Pour la partie jaune, x dérivé, c'est juste 1. La partie verte, 4 moins x au carré, cette dérivée, c'est juste moins 2x. Je pense que cette partie-là, c'est quelque chose que je n'ai pas trop besoin de justifier. Ce que je souhaite encore justifier, par contre, c'est la façon dont on doit effectuer cette dérivée, c'est-à-dire il faut que le numérateur et le dénominateur soient placés dans la position suivante dans la fraction qu'on obtiendra comme dérivée. Autrement dit, si j'appelle la partie jaune u de x et la partie verte v de x, je vais me retrouver avec l'expression u' de x v de x moins, et attention, c'est un moins, v' de x u de x. Le tout divisé par v de x, le tout élevé au carré. Donc maintenant, je vais remplacer et je vais exploiter les couleurs. C'est-à-dire que les parties jaunes sont soit u, soit sa dérivée. Et les parties vertes claires, ce sont soit v, soit sa dérivée. C'est peut-être plus simple comme ça. Ce qui fait du coup 1 fois v, donc 4 moins x au carré en entier, moins v', donc c'est moins 2x. Et attention, hein, c'est moins v', donc v', je le mets en entier. Donc je mets les parenthèses, fois u de x, donc juste x. Voilà, tout cela divisé par v de x, le tout au carré, donc bah, c'est 4 moins x au carré, le tout au carré. Cette expression devient, excusez-moi, j'ai bien réécrit, ça devient du coup 4 moins x au carré, parce que c'est la multiplication fois 1, moins, ça fait plus, du coup, 2x fois x, je vais le faire au prochain passage, et en bas, j'ai intérêt à laisser ça pareil. De toute façon, vous savez, après avoir fait une dérivée, en général, on va résoudre une équation qui l'implique, donc autant laisser un carré visible. Ici, du coup, je fais 4 moins x au carré plus 2x fois x, ça fait 2x au carré. Donc, vous le voyez bien, je me retrouve avec au numérateur un polynôme de degré 2 qui est x au carré plus 4. Le tout divisé par 4 moins x au carré, le tout au carré. Qui n'a pas trouvé ça? D'accord? Où était l'erreur? Tu t'es arrêté là? Là. C'était 3 choses possibles. Ah, ici? Ah, pardon. Ah, mais ça, c'est pas une erreur. C'est juste un développement pas terminé. Cyrine? Oui, j'avais simplifié 4 moins x au carré en haut. Tu parles de ça? Non, à la troisième. Ici? J'ai pas compris du coup. Ah, ça et ça. Hein? D'accord. Alors ça, c'est une erreur que j'ai déjà vue avec l'autre groupe la semaine dernière. Je l'ai vue plusieurs fois. Alors, je vous l'ai déjà dit ça, d'accord? Mais je vous le répète sans difficulté. Quand vous avez une expression de la forme a plus b divisé par a, on a la tentation, l'idée de simplifier ça. Mais c'est faux, très faux. La preuve, prenez ça comme exemple, 1 plus 1 divisé par 1. Si je simplifie 1, ici, il me reste, voilà. Mais ça vaut combien 1 plus 1 divisé par 1? 2. Est-ce que 2 est égal à 1? Non. Donc, ça doit être plutôt faux, cette simplification. J'espère que vous voyez ma logique. Pourquoi tu as envie de faire ça? C'est parce que ce que tu peux simplifier, c'est quand tu as ici une belle multiplication. Si tu as une multiplication, alors je dis oui. D'accord? Dans les fractions, on simplifie seulement les facteurs qui se trouvent en commun au numérateur et au dénominateur. Il y a une confusion entre les termes
et les facteurs. C'est quoi un terme? C'est une partie d'une soustraction ou d'une addition. C'est un terme. Premier terme plus deuxième terme plus troisième terme, ou premier terme moins deuxième terme, etc. Les facteurs, ce sont les parties impliquées dans une multiplication. 2 fois 3, 2 et 3 c'est des facteurs, pas des termes, c'est des facteurs. Alors souvent, comme c'est des parties, comme les deux mots facteur et terme, ça fait partie des expressions en général algébriques, on les confond, on tend à avoir cette confusion. Mais il ne faut pas se tromper. Vous simplifiez les facteurs, pas les termes. D'accord? Et comme je l'ai vu dans un des derniers contrôles, c'est terme, hein, pas terme. Ça, c'est un endroit où vous allez quand vous voulez vous relaxer. Il y a de l'eau chaude en général et parfois c'est d'origine naturelle. D'accord? Le terme, en fait, c'est un truc que vous voyez dans une expression algébrique. X au cube racine carrée de x. Là, vous avez x au cube racine carrée de x. Ça va très vite parce que ici, vous avez une fonction fois une autre fonction. Et quand on dérive une multiplication, c'est toujours u' de x fois v de x plus v' de x, exactement, fois u de x. Donc ici, je dérive d'abord x au cube, et ça fait 3x au carré, multiplié fois la deuxième fonction que je n'ai pas touchée du tout. Et la deuxième fois, c'est plus, du coup, 1 sur 2 racine carrée de x, qui est la dérivée de racine carrée de x, fois x au cube, et cette fois-ci, c'est lui que je ne touche plus. D'accord? C'est tout. Ici, vous pouvez le laisser comme ça, mais j'aimerais juste vous donner un petite aide. En fait, ici, vous pouvez très facilement, en vrai, obtenir la chose suivante. Bah, vous faites 3x au carré racine carrée de x plus, alors, ça, comme c'est un produit, je vais multiplier, comme c'est un produit, j'ai multiplié les deux numérateurs, donc ici c'est 1 fois x au cube, et donc ça devient x au cube divisé par 2 racine carrée de x. Et comme j'ai écrit ça, bah, je peux faire le dénominateur commun qui va être du coup 2 racine carrée de x. D'accord? Et si je multiplie pour faire le dénominateur commun le premier terme parce que c'est dans une somme, je fais du coup 2 racine carrée de x fois x au carré racine carrée de x. D'accord? Plus x au cube. Et ce qui est cool, c'est que 2 racine carrée de x fois x au carré racine carrée de x, bah, les deux racines carrées qui se trouvent là, bah, elles interagissent parce que c'est la racine carrée d'un truc fois la racine carrée du même truc. Donc, ça devient bah, x. Comme dans racine de 2 fois racine de 2. Si vous les multipliez, ça fait 2. Donc ici, vous trouvez que ça fait 2x au cube plus x au cube. Et ça, c'est bien parce que vous pouvez les additionner en fait. Et ça vous fait 3x au cube divisé par 2 racine carrée de x. Et ça, c'est plus joli à étudier quand même que cette monstruosité ici. Celle-là, vous voyez? Vous voyez comme c'est mieux la dernière version à droite? Oui. Quand on multiplie par des racines de c'est pas le 3. J'ai pas compris de... Ah, j'ai oublié un 3, bien sûr. T'as raison. Ce 3-là, je l'ai mal copié parce que j'étais trop pressé. C'est celui-là. Donc ici, ça fait 6. Excusez-moi, tu as tout à fait raison. Ça fait 6. Et donc, quand j'additionne 1, ça fait 7x au cube. Merci beaucoup de la remarque. C'est ça qui est correct. Hein. Merci. Autre erreur typique, du coup, que vous avez vu en direct, c'est quand vous recopiez mal un passage. Ça aussi, j'en vois beaucoup. D'accord? Alors moi, j'ai l'excuse parce que du coup, à chaque fois, je dois glisser, donc je ne vois pas la chose qui est l'étape d'avant. Mais vous avez un peu moins d'excuses parce qu'en général, vous le faites à la verticale. Donc, vous voyez l'étape d'avant. Une relecture, ça vous aide toujours. Merci Ryan pour tes yeux bien affinés. La troisième, c'était la racine carrée de x au carré moins 3x. Alors, comme celle-là mérite un peu plus de développement, je vais juste vous donner le résultat de la quatrième parce que je pense que c'est celle qui a été le moins fait. Donc, je vous le donne et on y passera un peu moins de temps parce que sinon, je vais terminer mon temps à disposition. Ça, vous pouvez l'écrire comme ça et donc ça vous fait 8x fois x au carré plus 1 puissance 3. D'accord? Et maintenant, je m'occupe de la lettre h parce que c'est un peu plus intéressant et c'est x au carré moins 3x.
Donc, si vous voulez dériver cette jolie bébête, commencez par identifier les deux fonctions qui la composent. En particulier, vous avez une racine carrée d'un truc, et ce truc, c'est le truc vert, x au carré moins 3x. Et c'est ça que je veux dériver. Attention, du coup, ici, vous êtes dans le cas d'une fonction composée. Et le cas de la fonction composée, c'est, et encore une fois, je vous le refais en couleur, u de v de x, le tout dérivé, c'est égal à fonction rouge dérivée, évaluée dans la fonction verte, qui n'est pas dérivée, multipliée fois la fonction verte, cette fois-ci dérivée. Alors, quand je dois dériver la fonction rouge, je dérive la racine carrée, et la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 la racine carrée. Et ça, c'est la seule partie rouge. Donc, j'arrête d'utiliser la fonction rouge. C'est fini. Parce que vous voyez, dans les parenthèses, juste ici, vous voyez, là-dedans, il y a déjà un truc vert qui est la fonction v de x en entier. Or, v de x, c'est x au carré moins 3x. Et ensuite, je vais multiplier fois la dérivée de v de x, donc fois 2x moins 3. Alors, pourquoi je dois mettre les parenthèses? Et attention, je dois mettre les parenthèses, parce que dans la formule, vous ne multipliez pas fois une partie de v', vous multipliez fois le bloc v' de x. Or, c'est qui la dérivée de v? Bah, c'est 2x moins 3. Le moins 3, c'est pas juste un résidu inutile. Non, 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 ça fait partie de la dérivée. Et ça porte une dignité, et donc pour le dignifier, on va le mettre dans ces petites parenthèses. C'est tout le bloc qui est multiplié fois le premier facteur. Multiplication, facteur. J'effectue donc ici le produit, et ça fait 2x moins 3, qui donc va au numérateur, divisé par 2 racines carrées de x au carré moins 3x. Alors, est-ce que je peux simplifier ces deux? Exactement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, au numérateur, vous avez un exemple où 2x et 2 en particulier, ce n'est pas un facteur. C'est 2x qui est soustrait, pardon, qui subit la soustraction de 3. Donc, ce sont deux termes. Et 2, c'est un facteur du premier terme. Et il n'apparaît pas dans le deuxième terme. Si je voulais le simplifier, il faut absolument que vous réécriviez du coup juste à côté 2 fois 3 demi. Pourquoi? Bah parce que là maintenant, j'ai réécrit 3 d'une autre façon. 2 fois 3 demi, ça veut dire 2 fois 1,5, donc ça fait quand même 3. Mais 2 fois 3 demi, ça a l'avantage que maintenant, au numérateur, je me retrouve avec 2. Vous voyez? Et donc, je peux le mettre en facteur commun, et donc ça devient 2 fois x moins 3 demi divisé par 2 racine carrée de nanana. Et là, vous pouvez simplifier. Parce que là, il est devenu un facteur de tout le numérateur. Mais ça, c'était pas une opération à faire. Hein. Je vous le raconte juste pour vous montrer que c'est tout à fait différent de le simplifier et de le simplifier de la bonne façon. D'accord? Ok. Alors, avant de passer à l'exercice mastodonte qui était à faire pour ce week-end, je vous avais laissé quand même... c'était une petite série celui-là. Je trouve que c'est un très 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 bon exercice. Un exercice qui vous fait réviser tout le chapitre, qui vous fait réviser plein de choses et qui n'est pas du tout loin de ce qui vous sera demandé au bac. Donc vraiment, quand je vous donnerai la correction, vous la noterez très bien parce que dans un mois, quand vous serez en train de dire je dois réviser pour le contrôle, vous pourrez regarder la correction de ça et vous dire maintenant j'ai bien révisé pour le contrôle. Yay! Donc, avant de faire ça, j'aimerais changer l'ordre des choses et passer à la partie cours. La dernière chose qui devrait être présente dans vos cahiers cours devrait être un truc du type... Ne le recopiez pas, vous devrez déjà l'avoir, n'est-ce pas? D'accord? Ça, normalement, c'est déjà acquis. D'accord? Maintenant, oui. Ça a été fait la semaine dernière. Et moi, j'arrête le programme du contrôle de vendredi à ce qui a été fait la semaine dernière. Donc, oui. Ok? Comme ça, c'est clair pour tous.
Donc ça, c'est l'équation de la droite tangente ACF en son point d'abscisse A. Et j'ai déjà fait des exemples sur ça, c'est déjà dans cette vidéo-là, donc je vous renvoie à ça si vous avez des doutes sur ça, même si tout à l'heure, je vous donnerai la possibilité de me poser des questions. Mais là, j'aimerais vous parler d'un autre truc, c'est-à-dire faire des dérivés, c'est beau. Ça, c'est pas un truc dont on peut discuter, c'est un fait avéré que je vous communique. Faire des dérivés, c'est très bien. Et comme on est très heureux quand on dérive, personne ne m'a jamais posé la question, mais est-ce qu'il y a des limites à la dérivation? Est-ce qu'il y a des bornes que je dois respecter quand je dérive quelque chose? C'est-à-dire, vous savez que... Oui. Donc, à la place que vous savez, je vais recommencer et dire on sait qu'on peut dériver les fonctions usuelles pour obtenir leur fonction dérivée. Et jusque-là, je ne vous apprends rien. C'est un peu comme dire, vous avez l'eau froide, mais si vous la réchauffez, vous avez de l'eau chaude. D'accord? La question c'est, une fois que j'ai obtenu leur fonction dérivée, est-ce que je dois m'arrêter? Je ne pourrais pas, par exemple, penser avoir une idée folle et dire, à la place de m'arrêter à une première dérivée, pourquoi ne pas redériver? Dériver la dérivée. Vous avez fait une dérivée, c'est bien. Eh bien, faisons un deuxième, c'est-à-dire dérivons la dérivée. Exemple, excusez-moi. Commençons par un truc basique, par exemple x au carré. Vous savez qu'on peut faire sa dérivée. Et sa dérivée, c'est égal à 2x. Mais maintenant, avec ce petit symbole, donc vous voyez une dérivée encore plus à l'extérieur de la première dérivée, je fais une deuxième dérivée. Donc vous voyez, d'abord il y a la dérivée entre guillemets noire que j'ai effectuée, ça fait 2x. Et maintenant, c'est quoi la dérivée de 2x? Ça fait directement 2 en effet. D'accord? Autrement dit, x à la puissance 2 avec non pas un mais deux petits traits, donc c'est prime prime, et ça se lit second, donc c'est x au carré second, est égal à 2. Donc je vais dire, maintenant que vous avez compris plus ou moins de quoi je parle, eh bien définition, soit f une belle, n'écrivez pas belle, hein, une fonction dérivable virgule, et soit f' sa fonction dérivée. Ou sa dérivée tout simplement. Alors, si f' est à son tour dérivable, on appellera sa dérivée f seconde, donc f'' avec ces deux apostrophes. D'accord? Et c'est la dérivée seconde, du coup, de f. Et comme une fois que vous avez commencé à dériver, personne ne peut plus vous arrêter, sachez qu'il y a évidemment une dérivée troisième, une dérivée quatrième, une dérivée cinquième, une dérivée sixième et une dérivée énième si vous continuez à dériver n fois. D'accord?
Alors, évidemment, il y a des questions qui commencent à se poser. Par exemple, est-ce qu'on peut dériver à l'infini? D'accord? Est-ce qu'à un moment donné, on s'arrête? Ou est-ce qu'on ne s'arrête pas? Eh bien, en fait, ça dépend des fonctions. Il y a des fonctions que vous pouvez continuer à dériver, d'autres qui deviennent à un moment donné tellement irrégulières que cela n'est plus possible. D'accord? Il y a des fonctions vraiment que vous pouvez continuer à dériver à l'infini, même si parfois les résultats seront un peu décevants. Et d'autres qui sont, elles, pas dérivables à l'infini, mais juste un certain nombre de fois, ou peut-être pas du tout. Il y a des fonctions qui ne sont pas dérivables, d'ailleurs. Il y a une question quelque part. Y mettre, non? Donc ça, là, je parle de la dérivée seconde, mais cette définition-là peut se généraliser, d'accord? Donc en général, si je vous dis, par exemple, remarque, en plus que ça, non, pardon, de plus, on peut définir, donc ce sera f avec 3 petits primes, et une fois que vous dépassez la troisième dérivée, ça devient des parenthèses avec le numéro de la dérivée. Oui, ici il y a 3 primes. Ça c'est la dérivée troisième. Ça c'est la dérivée quatrième, cinquième et énième. D'accord? Donc c'est F. Encore une fois, c'est F. Vous pouvez aussi dire F3, hein, parfois ça se dit, mais sinon c'est. Donc c'est F', hein, ça c'est la notation. Du coup c'est F troisième ou encore une fois F3. Voilà. Vous pouvez, en général, vous n'allez pas le faire très souvent. Mais par contre, F seconde, ça va être. Oui, j'ai entendu. Je peux t'assurer que Fn, celle-là, existe depuis bien avant l'autre référence, qui d'ailleurs n'existe plus. Dans quelques semaines, on va traiter un chapitre dédié au sens de la dérivée seconde. Et pour le moment, j'aimerais juste que vous en fassiez quelques-unes. D'accord? Donc je vais vous écrire, je te donne la parole dans un instant, je vais vous écrire des fonctions et vous me les dérivez 2 fois. Oui, Med? Du coup, si on dérive une tangente, ça donne quoi? Si on dérive une tangente, ça donne quoi? Attention, tu ne dérives pas une tangente, tu dérives le coefficient directeur de la droite tangente. Ça, c'est une très bonne question et c'est le chapitre dans 3 semaines dont je te parlais qui va y répondre. D'accord? Mais par contre, aujourd'hui, on va faire un exercice où on va quand même donner un bout de la réponse. Pas encore complètement, mais un peu quand même. D'accord? Ce que je disais, on fait des dérivées secondes. Ok? Donc, le but maintenant, c'est de compléter ce tableau, d'accord? Compléter le tableau suivant. Ah, j'ai mal écrit. Oui, exercice. Évidemment, vous le complétez, mais à côté, faites-vous un brouillon quand même. Hein? D'accord? Alors, dans certains cas, ce sera simple, dans d'autres cas, ce sera moins simple. Je vous préviens. D'accord? Ces deux-là m'intéressent aussi parce que c'est des questions un peu particulières. Vous voyez bien, il y a une sorte d'affaire de remontée dans le temps. Vous savez que ça, c'est la dérivée de quelque chose. Mais c'est qui le quelque chose que je dérive pour obtenir ça? Ne le dites pas. Juste réfléchissez-y. Ensuite, le dérivé, c'est facile par contre. Et ça, c'est encore plus intéressant parce que du coup, vous savez très bien ce qui est ici, mais je pense que vous savez moins bien ce qui devrait se trouver là. Juste, je vois y mettre, fait non. Prenez le temps de le faire, d'accord? Et un autre conseil que je vous donne, si vous bloquez, ou comme Inès, si vous réfléchissez, n'hésitez surtout pas à passer aux 2 dernières qui sont du coup des exercices un peu moins mentaux et un peu plus mécaniques. Parce que là, c'est juste 2 dérivées qu'il faut ensuite, une fois que vous avez fait la première, il faut la refaire une autre dérivée derrière. Donc, on va jouer au jeu de la complétion, c'est-à-dire de compléter en fait tous les espaces possibles. Alors, la première ligne, c'est une ligne magnifique parce que vous exploitez la meilleure propriété de la fonction exponentielle,
c'est-à-dire le fait que sa dérivée, c'est elle-même. Et donc, si je la dérive une fois, je retrouve la même chose. Et si je la dérive une autre fois, je retrouve encore la même chose. Yay! La deuxième présente quelques difficultés de plus. Alors, la meilleure chose pour la résoudre, c'est de se rappeler que ça, ce n'est rien d'autre que x à la puissance moins 1. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous rappelle que pour dériver les fonctions de la forme x à la puissance n, on avait une formule qui nous disait que la dérivée de ça, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Et cette formule est aussi valable pour n étant un nombre négatif. D'accord? Donc ici, comme j'avais... je vais m'étouffer. Voilà. Pardon. Comme j'avais x à la puissance moins 1, la première dérivée, ça me donne comme résultat tout simplement moins 1 fois x à la puissance moins 2, parce que du coup, j'ai baissé l'exposant de 1. Et ça équivaut à moins 1 sur x au carré. Et je pense qu'une bonne partie d'entre vous a juste réécrit ça par cœur, parce que ça fait partie, disons, des formules des dérivations de fonctions usuelles que vous connaissez déjà. Ça, c'est la dérivée de la fonction inverse. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Quand vous dérivez ça une deuxième fois, vous allez trouver du coup la dérivée de quoi? Eh bien, c'est la dérivée de moins 1 fois x à la puissance moins 2. Donc, si je le dérive, je trouve moins 1 fois moins 2 fois x à la puissance moins 3. Je sais que ça peut être déstabilisant, mais c'est exactement ce avec quoi vous vous retrouvez à la fin. Mais si vous n'avez pas pris ce chemin et que vous avez trouvé quand même que ça fait 2 sur x au cube, vous pourrez vous considérer tout à fait correct parce que c'est la vérité. Je sais que des personnes, par exemple Ryan, ont décidé de dériver moins 1 sur x au carré en exploitant non pas cette formule, mais en exploitant la formule classique des dérivées de fonctions, non pas composées, mais une fraction. D'accord? Ça, c'est une fraction, u sur v. Alors ici, la dérivée du numérateur, c'est 0. Ou si on veut lui mettre ensemble le signe moins, ce qu'on peut faire, c'est quand même 0, fois x au carré non dérivé. Et ici, vous avez moins, parce que ça fait partie de la formule, la non dérivée du numérateur, donc c'est moins 1 qui reste, fois la dérivée du dénominateur, donc 2x. Et tout cela, il sera divisé par x au carré au carré. Et donc ça fait 0. Moins 1, ça fait plus. Donc au numérateur, vous avez 2x divisé par x à la puissance 4. Ah oui, mais en fait... Je peux finir, Lucas? Ici, vous avez un facteur qui est le facteur x. Ici, vous avez x à la puissance 4. Mais x à la puissance 4, ça veut dire en fait x fois x fois x fois x. Donc, on peut ici simplifier parce que c'est des facteurs en haut et en bas. Et donc, il vous reste 2 divisé par x à la puissance 3. La même chose exacte que si vous aviez utilisé ma méthode, que j'estime être du coup un poil plus intéressante. Parce qu'elle est plus rapide, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous laisse juste le tableau pour compléter jusque-là pour le moment. D'accord? Je vais faire du coup la suite. La racine carrée de x dérivée, vous la connaissez par cœur, c'est celle-là. 1 divisé par 2 racine carrée de x. Donc maintenant pour la dérivée, alors cette fois-ci, là, par contre, il faut vraiment actuer du coup la formule avec la dérivation d'une fraction. Et celle-là, du coup, ça me donnera quoi? 1 divisé par 2 racine carrée de x. C'est pas trop dur, hein? Surtout parce que le numérateur, en fait, sa dérivée, ça fait 0. Donc ça, c'est 0 fois 2 racine carrée de x, que je peux oublier parce que du coup, ça va faire 0. Moins la dérivée du dénominateur. Alors, la dérivée du dénominateur, du coup, c'est 2, parce que 2, il reste toujours, fois 1 sur 2 racine carrée de x. Ah, mais du coup, ça tombe bien parce que 2 et 2, ils vont se simplifier. Fois le numérateur non dérivé, mais bon, le numérateur, c'était 1. Donc, et tout cela, il va être divisé par 2 racine carrée de x, le tout, au carré. Je termine celle-là et puis je vous laisse faire la pause. Donc, 0 fois 2 racine carrée de x, ça fait 0. Là, vous avez moins 1 sur la racine carrée de x divisé par, alors, 2 racine carrée de x fois 2 racine carrée de x, ça fait 4x. Tout simplement. C'est bon pour vous? Donc ici, alors là, vous pouvez, si j'étais vous, je pense que j'aurais juste fait un petit passage de plus et j'aurais du coup conclu
que ça c'est égal à, alors ça c'est du coup, c'est moins 1 sur racine carrée de x divisé par 4x. J'ai réécrit la même chose, non? Juste traduit cette barre de division dans un symbole de division comme ça. Mais c'est la même chose. Et donc, vous le savez, faire une division, ça veut dire multiplier fois 1 divisé par la chose qui divise. Et donc ça, c'est moins 1 sur racine carrée de x fois 1 sur 4x. Et ça, c'est un peu plus simple à gérer parce que du coup, vous vous retrouvez avec moins 1 divisé par 4, excusez-moi, 4x racine carrée, 2x. Ok, donc je complète avec moins 1 divisé par 4x racine de x. Voilà, et il me reste juste 4 lignes à remplir. La quatrième ligne, oui, juste. La quatrième ligne, c'est plus simple à effectuer la dérivée déjà. 3x au carré dérivé, ça fait clairement 6x. Mais quelle est la chose que je devrais dériver si je veux obtenir 3x au carré? Effectivement, x au cube est une réponse. Parce que j'aurais aussi accepté que quelqu'un me dise « Oui, mais x au cube, ça marche, mais ça marche même x au cube plus 1. » Parce que si je dérive x au cube plus 1, ça fait quand même 3x au carré, parce que plus 1, ça disparaît, c'est une constante. Donc sa dérivée, ça fait 0. Mais disons que je suis plus content de voir quand même x au cube, c'est plus joli. Ok? Même chose avec la fonction précédente. Ça, c'est 1. Et vous savez très bien qu'une des fonctions que vous pouvez dériver pour obtenir 1, c'est tout simplement x. Mais c'est qui la chose que vous devez dériver pour obtenir x? Nadrada? X au carré, x au carré. Alors, cette expression-là, elle est correcte, mais tu peux la simplifier. Effectivement, ici, regarde, c'est comme si tu avais marqué une pomme moins une demi-pomme. N'est-ce pas? X au carré moins un demi x au carré. Et ça fait combien? Une pomme moins une demi-pomme? Une demi-pomme. Donc en fait, tout ça, c'est juste une demi-pomme. Et c'est correct. Si vous dérivez x au carré divisé par 2 ou 1 demi x au carré, vous obtenez 1 demi fois 2x, et donc ça fait juste x. D'accord? Cette opération qu'on est en train de réaliser avec ces deux exemples, c'est-à-dire l'opération de, moi j'appelle ça la remontée dans le temps un peu, parce que vous voyez, c'est un peu comme si la dérivée c'était aller en avant dans le temps, et du coup si je trouve la chose qu'il faut dériver pour obtenir une certaine fonction, moi j'appelle ça un peu comme revenir en arrière. Et vous savez, les hommes préhistoriques avaient des us et coutumes assez primitifs, vous êtes d'accord j'imagine. Et du coup, on appelle ça en fait le fait de faire des primitives. En effet, 1 demi x au carré est une primitive de x. Comme ça, je peux aussi dire que x est une primitive de 1. Spoiler alert, il y a un chapitre entier qui s'appelle primitive. Ça arrive avant le bac. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Oui. Oui, c'est pour ça que le programme est intense et que je dois courir. Très bien, maintenant on va dériver, mais ne vous inquiétez pas, on va écrire tout ça dans le cahier court de façon propre et convenable. C'est un bon moment, ça c'est la fin du premier trimestre et vous allez recevoir bientôt votre dernière note du premier trimestre. C'est un bon moment pour se responsabiliser un peu, d'accord? Faire le bilan sur les choses que vous savez savoir et les choses que vous savez de ne pas savoir. D'accord? Il y a pas mal de choses que vous savez que vous ne savez pas. Et il faut se concentrer sur ça, ça s'appelle une lacune. Et bien, si vous savez de ne pas savoir quelque chose, c'est le bon moment pour le rattraper. Et il y a un truc qui arrive qui s'appelle les vacances d'hiver. Et il faut les exploiter. Donc, e à la puissance x au carré, quand je le dérive, ça fait quoi? Alors, ici, vous avez clairement une fonction composée. Bon, en plus, ça, c'est vraiment une fonction dont je vous ai déjà fait la dérivée. Donc, je ne vais pas trop y passer du temps. C'est la dérivée de l'exponentielle, donc l'exponentielle évaluée dans la vieille fonction argument, donc x au carré, multipliée fois la dérivée de x au carré, donc 2x. Donc ici, si j'écris, ça fait e à la puissance x au carré fois 2x. Et là, la dérivée va être intéressante parce que du coup,
si vous voulez redériver ce truc, donc c'est-à-dire si je fais encore une parenthèse extérieure et que je redérive, là il va falloir être très attentif. Déjà, on va se mettre à côté que nous on sait que e à la puissance x au carré dérivé, ça fait 2x e à la puissance x au carré, parce que c'est ce qu'on vient d'obtenir. On se le note à côté parce que ça va être très utile. Et ensuite, on se dit, mais là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai le produit de deux choses. Et donc, je dois appliquer la formule de dérivation d'un produit de deux choses. Et cette formule-là, c'est u'v plus v'u. J'ai un peu raccourci parce que sinon, on ne va plus jamais finir. Et donc, la dérivée de e à la puissance x au carré, je la connais, je l'ai écrit juste à côté exprès. C'est 2x e à la puissance x au carré fois la fonction v de x non dérivée, donc c'est 2x. Plus, et attention, hein, ce plus là, c'est ce plus là. Plus, excusez-moi, sinon vraiment ça devient incompréhensible. Donc ce truc là, c'est une formule que je suis en train d'exploiter, d'accord? Donc 2x e à la puissance x au carré fois 2x plus v'u. Alors v' du coup, c'est la dérivée de 2x, et ça c'est simple, c'est 2. Et u, bah, c'est toujours e à la puissance x au carré, qui n'a toujours pas bougé. Donc je me retrouve à la fin avec, et là je fais les produits, 2x fois 2x, ça fait 4x au carré, e à la puissance x au carré, plus 2 fois e à la puissance x au carré. Et ça, c'est la fin. Donc ça, c'est la dérivée, dès la dérivée, de e à la puissance x au carré. Yes. Je peux factoriser. D'ailleurs, c'est un très bon réflexe. Parce que quand tu seras amené à étudier le signe de cette expression-là, et ça viendra le moment, il va falloir vraiment factoriser, sinon tu ne peux pas l'étudier. Et donc, on dit que ça, c'est égal à e à la puissance x au carré, qui multiplie tout le reste, donc 4x au carré, plus 2. Vous voyez que ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est juste de prendre le facteur commun à ces deux termes. Regardez le français qui vient nous aider. Ce sont deux facteurs de deux termes différents. Et donc, je retrouve ce même facteur commun ici. Et lui, il multiplie toutes les choses qui est restées dans le passage précédent. Donc, 4x au carré plus 2. Vous voyez comme c'est simple? Et donc, j'écris ça comme réponse à la dérivée. Donc là, je vais mettre e à la puissance x au carré qui multiplie 4x au carré plus 2. Voilà, voilà. Et donc, il me reste à faire une dernière dérivée. Et je la fais avec plaisir. Ici, je vais devoir appliquer deux fois la formule de la dérivation d'une fraction. Et donc, cette formule, je vous la rappelle, c'est u divisé par v dérivé égale à u'v moins v'u divisé par v au carré. Vous voyez, ça, c'est la version rapide, parce que sinon, on va vraiment jamais finir les exercices. Et donc, ici, je sais que c'était x divisé par x plus 1, n'est-ce pas? Donc, la dérivée du numérateur, c'est 1. 1 fois v, c'est donc juste x plus 1. Moins la dérivée du dénominateur, c'est toujours 1 fois, du coup, le numérateur, donc ça fait x. Tout cela divisé par x plus 1, le tout au carré. Qu'est-ce qui reste? X plus 1 moins x, ça fait 1 divisé par x plus 1 au carré. Et ici, vous vous dites, mais je sais dériver ce truc. Je sais que ça, dérivé, bah, ça va être plus simple de le traiter si je me rends compte que ça, c'est x plus 1 à la puissance moins 2, dérivé. Et quand je dérive une telle expression, j'utilise la formule de dérivation des fonctions composées. Et donc, je me rends compte que je suis dans un cas particulièrement simple parce que la dérivée de l'argument, donc la dérivée de x plus 1, c'est 1. Et comme c'est 1, ça veut dire que sa dérivée, ça va quasiment pas se voir. Je vous le redis parce que je vois que vous êtes perdu, parce que je pense que ça, vous n'étiez pas arrivé à la faire, c'est ça? Si? Pas comme ça. Ah. Ah, vous avez réappliqué la formule et vous vous êtes tiré une balle dans la tête après, du coup, j'imagine. Non, ça va. Non, ça va? Bon, ça va être quand même plus rapide, je pense. Donc, ça, c'est la partie extérieure. Et donc, c'est cette fonction-là que je dois dériver, d'abord. Et la dérivée de cette fonction-là, vous avez vu, hein, j'ai remplacé x plus 1 par x parce que c'est la dérivée de la fonction... Non, ça va pas, Inès? Ah, ok. Et du coup, cette dérivée-là, ça fait moins 2, donc l'exposant, fois x à la puissance moins 2 moins 1, donc ça fait moins 3.
Et ensuite, je dois me rappeler la dérivée de x plus 1. Et cette dérivée-là est simple, ça fait juste 1. Donc, quand je veux la dérivée de tout ce truc-là, bah, je vais exploiter du coup la formule de dérivation d'une fonction composée pour affirmer que ça fait moins 2 fois un truc à la puissance moins 3. Et le truc en question, évidemment, c'est x plus 1. Tout cela multiplié fois la dérivée de x plus 1, sauf que ça fait 1. Donc, en fait, je ne vais quasiment pas le sentir. Et donc, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2, fois x plus 1 puissance moins 3, que je réécris du coup comme moins 2 divisé par x plus 1 à la puissance 3. Et ça, je le réécris dans mon tableau, comme ça je le termine, et j'adore moi les tableaux complétés. Ça c'est moins 2 divisé par x plus 1 puissance 3, et ça c'était 1 divisé par x plus 1 puissance 2. Il m'aide? Ça, on peut le dériver à l'infini. Celle-là, on peut la dériver à l'infini, tout à fait. Mais même celle d'avant. Et ici, en fait, on peut toutes les dériver à l'infini, pour être honnête. Notamment e à la puissance x. Dérive. Ah bah si, hein. Regardez. Regardez, 1 demi. Quand tu... Oui. C'est où? 1 demi x au carré. Oui. On peut la Bah la dérivée de 1, c'est combien? C'est quoi la dérivée d'une constante? 0. C'est qui la dérivée de 0? Ah, ok. Bah ça fait 0. Ensuite, vous aurez 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, après, je suis d'accord, hein, c'est un peu ennuyant. Mais vous pouvez dire qu'elle est dérivable une infinité de fois. Ça veut juste dire que pendant une infinité de temps, ça va faire 0. Mais c'est... Il ne faut pas discriminer. 0, c'est une petite fonction très, très, très mignonne. Elle est un peu bébête, mais voilà, c'est 0. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr. Il y a tout ici, oui. Ok, je vais donc corriger l'exercice 44. Ok. Alors. Donc ici, vous avez un exercice magnifique parce que déjà, c'est un exercice très, très, très vaste et varié où chaque question est un indice pour la suivante. Mais ce qui est agréable, c'est que même si vous n'avez pas capté comment faire une des questions, vous pouvez quand même faire la question d'après. Je vous explique. Ici, il vous donne parfois la solution dans une question. Regardez par exemple la question 2a. Ce n'est pas calculer la dérivée de h, c'est démontrer que pour tout réel x, h' de x est égal à... Et il vous donne l'expression. S'il vous donne cette expression, c'est que ça c'est la bonne réponse. Vous devez, dans l'exercice, juste vous montrer capable d'atteindre cette réponse-là, avec le calcul, avec votre raisonnement. Mais imaginez que vous n'étiez pas capable d'y arriver. C'est pas grave, parce que vous pouvez quand même utiliser la réponse, elle est là, elle est présente exprès, hein, pour répondre à la question suivante, c'est-à-dire étudier le signe de h' de x sur R. Alors là, il n'y a pas la réponse fournie, mais si vous regardez bien, vous vous rendrez facilement compte que vous pouvez assez facilement quand même résoudre cette problématique grâce à l'expression qui est déjà fournie. Vous voyez ce que je veux dire par le fait que les questions sont conséquentielles mais aussi indépendantes. Vous pouvez piquer la réponse d'une question et l'utiliser dans la question d'après. Ok, mais faisons-le dans l'ordre. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale e à la puissance x au carré et g la fonction définie par R étoile sur R étoile par g de x égale e à la puissance x au carré sur x. Une bonne nouvelle, c'est que nous, on possède déjà la dérivée de f. Et donc, je vais me le noter parce qu'on l'a fait il y a 2 secondes. Hein. C'était 2x e à la puissance x au carré. Par contre, je ne possède pas la dérivée de g. Hein. Ça, pas du tout. Partie A, justifier chaque donnée du tableau des variations de la fonction ci-dessous. Et déjà, ça, c'est une grosse question parce que chaque donnée du tableau, ça veut dire qu'il faut qu'on justifie. Déjà, je vais vous les assurer. Déjà, le fait que cette fonction, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. Oui? Ah, ok. Ensuite, une autre donnée qu'il faut justifier, c'est le fait que la fonction, elle est décroissante de moins l'infini à 0 et croissante de 0 à plus l'infini. Ensuite, à justifier, il y a le fait que la limite pour x qui tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini et le fait que la limite pour x qui tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini.
Et enfin, la chose la plus simple à vérifier, c'est que f de 0, ça fait 1. Ah, et ça, c'est pour f de x, excusez-moi, pas pour g de x. Hein. Voilà. Pardon? Ok. Donc, commençons par les choses simples. C'est sur f de x, hein, je vous rappelle. Donc, f de x, je vous le répète juste ici, c'est e à la puissance x au carré. Donc, la chose la plus simple, c'est de calculer f de 0. F de 0, ça fait e à la puissance 0 au carré, donc ça fait e à la puissance 0, donc ça fait 1. J'ai trouvé la première chose, donc je la décolore. F de 0, ça fait 1. Yay. Super. Toujours dans l'ordre des choses faciles, faisons cet ensemble de définitions, d'accord? La fonction, c'est f de x égale e à la puissance x au carré. On sait que e à la puissance x, donc la fonction exponentielle, est définie pour tout x appartenant à R. Donc, e à la puissance x au carré est aussi définie pour tout x réel. J'espère que le raisonnement est clair. C'est juste qu'en fait, dans l'argument de la fonction exponentielle, vous pouvez mettre qui que ce soit. Les seules fonctions dans lesquelles vous ne pouvez pas mettre qui que ce soit, encore une fois, ce sont juste deux. C'est la fonction inverse, c'est-à-dire là où vous avez un dénominateur, là il faut faire attention que ce ne soit pas égal à 0, et la fonction racine carrée. Là il va falloir faire attention à que l'argument de la racine carrée ne soit pas inférieur à 0. Mais là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Or, x au carré, c'est un truc tout à fait légitime. Donc, votre ensemble de définitions, c'est juste l'ensemble des nombres réels. Voilà. Là, vous pouvez justifier avec une phrase. Donc je vais décolorer aussi cet ensemble de définitions. Super. Les limites, j'ai envie, pourquoi pas. Les limites, il y en a deux qu'il faut justifier, c'est pas beaucoup. Hein. Limite pour x qui tend vers, je fais d'abord plus l'infini, d'accord? De e à la puissance x au carré. Ça, c'est une limite de fonction. Effectivement. Donc, je vais les décomposer. Et je vais dire, je sais que la limite pour x qui tend vers plus l'infini, et je vous rappelle que ça, je le copie d'ici, hein, c'est la première étape, de l'argument, donc x au carré, est égal, parce que limite de fonction usuelle, à plus l'infini. Ensuite, vous savez que la limite pour x qui tend vers, et là, vous devez mettre la même valeur que vous venez de trouver, donc cette valeur-là. Mais bon, accessoirement, c'est toujours plus l'infini. De e à la puissance x, toujours comme limite des fonctions usuelles, ça fait plus l'infini. Donc, j'en déduis par limite de fonction composée que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de e à la puissance x au carré est égale à plus l'infini. Autrement dit, je mélange dans l'expression de la fin, je mélange x qui tend vers plus l'infini et la valeur de la limite que j'ai trouvée ici. Lucas. Du coup, là, on a fait les dérivés de la fonction composée, les limites. Non, il n'y a pas de dérivée de fonction Non, mais composée. ce qu'on a fait. Bah, là, Ah, ok, depuis le début. Dérivation de fonctions composées, limite de fonctions composées, ensemble de définitions. Il y a des choses de cette année et des choses des années passées aussi, hein, parce que les ensembles de définitions, clairement, c'est en seconde qu'on les fait. Donc, okay. Alors, ça va être pratique de faire ça maintenant, parce que vous avez aussi l'autre limite. Et du haut de ma paresse, je vais juste me copier-coller et après faire des modifications. De toute façon, je pense que vous l'aviez aussi saisi. Hein. Quand x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Mais il faut le détailler. Quand x tend vers moins l'infini, moi, qu'est-ce que je sais?
Ici, du coup, je modifie. Quand x tend vers moins l'infini, x au carré, ça va tendre toujours vers plus l'infini, L. Et bah, du coup, après, la suite, c'est la même. La limite, c'est toujours pour x qui tend vers plus l'infini de e à la puissance x, donc ça fait toujours plus l'infini. J'en déduis par limite de fonction composée que la limite, donc pour x qui tend vers moins l'infini cette fois-ci, de e à la puissance x au carré est égal à plus l'infini. Parfait. Il y a juste 3 moins à rajouter, un là et un là. Le reste est pareil. Je vous laisse le temps pour le recopier, si ce n'est pas déjà fait. J'imagine que, je pense que jusqu'ici, éventuellement pas avec une bonne rédaction, mais jusqu'ici, je pense que vous étiez arrivé tout seul. Hein. Maintenant, la dérivée. La dérivée, et heureusement, on l'a déjà calculée, donc ça va être particulièrement simple de l'étudier. La dérivée, on sait que... donc ça, c'est pour... Excusez-moi, je me débarrasse juste de cette couleur orange ici, pardon. Parce que du coup, il me reste juste à justifier les flèches maintenant. Alors pour les flèches, je vais du coup... Voilà. Je vais calculer du coup le signe de f'. F' de x, déjà on l'a calculé, c'était 2x e à la puissance x au carré, n'est-ce pas? Et ça, c'est une fonction donc définie comme le produit de deux choses. 2x fois l'exponentielle de truc. Et ben, pour le signe, du coup, je vais tout simplement faire un tableau des signes du produit de ces deux fonctions. Donc la première fonction, c'est 2x supérieur ou égal à 0 parce que je veux résoudre l'inéquation qui me dit quand est-ce que cette fonction elle est positive. Et résoudre 2x supérieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est équivalent au fait que x soit supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est la solution de la première inéquation. La deuxième inéquation, c'est e à la puissance x au carré supérieur ou égal à 0. Mais je sais que la fonction exponentielle, elle est comment? Exactement, elle est toujours... En fait, elle n'est pas supérieure ou égale, elle est juste supérieure, en fait. Elle est toujours strictement positive. Je vous rappelle que son graphique, c'est juste ça, en fait. Hein. Okay? Donc, elle ne touche jamais l'axe des abscisses. Donc, une fois que je possède ces deux infos, je vais pouvoir dresser le tableau des signes. Et c'est un tableau plutôt tranquille, celui-là, j'avoue. C'est juste ça, regardez. Vous avez x qui, on le sait, varie de moins l'infini à plus l'infini. Là, dans le produit, vous avez un 2x, et vous savez que 2x, il a deux signes. Il est du coup négatif avant 0 et positif après. Ça, vous l'avez découvert grâce à cette inéquation. Donc, c'est cette inéquation-là qui vous donne cet étage. Hein. Et la deuxième inéquation, celle-là, elle vous donne l'autre étage, celui-là. Et bah du coup, ça va être toujours positif, tout simplement. Donc, le signe de la dérivée, f', eh bien, ça va être moins fois plus, ça fait moins. 0 ici. Plus fois plus, ça fait plus. Et donc, quand je passe à écrire le tableau des variations pour f, je dois dire que ça, c'est décroissant. Et ensuite, croissant. Ok, donc là, on a justifié les deux flèches. On a la décroissance de moins l'infini à 0 et la croissance de 0 à plus l'infini. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça, c'était la première question. Alors, je vous avoue, je vous l'accorde, la première question, c'était clairement longue et dure. Il y avait en fait 2 étapes de l'étude des fonctions, même 3 étapes de l'étude des fonctions qui étaient toutes résumées là-dedans. Ce qui fait quand même pas mal de trucs à devoir retravailler. Mais une fois fait ça, vous avez quand même pas mal d'infos parce qu'il y a beaucoup d'informations dans un tableau des variations et donc on pourra maintenant les exploiter. J'espère. Ok, deuxième question, on veut montrer que pour tout réel x, e à la puissance x au carré est supérieur ou égal à x au carré plus 1. Donc ça, c'est une déclaration d'intention. Hein. Il vous dit ce qu'il veut faire. Il ne vous demande pas de le démontrer comme ça parce que ce serait trop injuste et surtout trop difficile à votre niveau.
Donc, il vous montre, vous voyez, la question 2, elle est après organisée en 3 petits pas, le point A, le point B et le point C. Donc, la première question, c'est démontrer que pour tout réel x, la dérivée de la fonction h qu'il vient de définir, donc cette fonction-là, est égale à 2x fois e à la puissance x au carré, moins 1. Et pour ça, du coup, on va dériver h. Et h, ce n'est pas un truc impossible à dériver. D'ailleurs, faisons-le. Je vais juste m'effacer un peu parce que là, j'ai vraiment trop rempli d'encre mon tableau numérique. Alors, la fonction h, on vient de dire que c'est e à la puissance x au carré moins 2x... Non, pardon. Moins x au carré moins 1. C'est ça, non? Ça doit être ça. Et donc, h' de x... Alors, je sais que la dérivée de e à la puissance x au carré, bah, je sais ça combien ça fait. Ça fait 2x e à la puissance x au carré. Et là, j'ai moins 2x du coup. Et moins 1, bah, ça fait 0. Et clairement, là, vous devrez me dire, ah, mais là, je vois le facteur commun. Qu'est-ce qui se passe si je mets 2x en facteur commun? Ça fait 2x fois e à la puissance x au carré moins 1. Ce qui est exactement la chose que je voulais démontrer. Donc voilà, la question 2a, vous pouvez pas me dire que c'était trop dur. C'est juste en fait une mise en facteur commun, éventuellement la difficulté. C'est pas non plus terrible, hein. Surtout parce qu'il vous dit après ce que vous devez obtenir. Donc il vous suggère en fait de le mettre en facteur commun. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais c'est un niveau bac encore une fois, donc c'est bien. Ah pardon, la première c'était pas une question. Deuxième chose, étudier le signe de h' de x sur R. Intéressante question, parce que quand je veux étudier le signe, ça veut dire que je dois résoudre l'inéquation h' de x supérieur ou égal à 0. Et pour ça, on vient de le faire, il faut que j'étudie les deux facteurs. Alors, le premier facteur, il est simple, et d'ailleurs, je l'ai déjà étudié en plus, c'est 2x supérieur ou égal à 0, et ça, je le récopie, hein, c'est pareil, si et seulement si x supérieur à 0. Le facteur difficile, c'est e à la puissance x au carré, moins 1 supérieur ou égal à 0. Parce que là, malheureusement, vous êtes coincé. Vous êtes coincé parce que vous savez très bien que ça, ce n'est pas un truc avec des facteurs. C'est la soustraction entre deux termes. Et c'est compliqué de conclure quelque chose comme ça. Il va falloir effectuer quelques passages. Et donc, on va écrire que ça, c'est si et seulement si. E à la puissance x au carré est supérieur ou égal à 1. Mais une fois que vous avez écrit ça, votre vie va se simplifier énormément parce que, je vous rappelle, une règle des fonctions exponentielles. D'où l'intérêt pour moi de cet exercice, c'est-à-dire le fait que je peux la rappeler. C'est quoi la règle des fonctions exponentielles? C'est que quand vous devez résoudre une équation ou une équation avec des exponentielles dedans, parfois, ça va être nécessaire de comparer des exponentielles avec d'autres exponentielles. Et ici, vous me dites, mais messieurs, il y a une seule exponentielle. Mais moi, avec mes yeux de lynx, j'en vois deux. Parce que ici, vous voyez, il y a 1. Et moi, je sais un truc sur 1, c'est que 1 est égal à e à la puissance 0. Et je connais très bien les exponentielles, et je sais qu'il y a une magnifique propriété que vous pouvez utiliser qui vous dit que si vous avez que e à la puissance x au carré est supérieur ou égal à e à la puissance 0, alors vous pouvez tout simplement réécrire la même chose, mais juste avec les exposants. Ça marche aussi avec une autre fonction que je vous présenterai plus tard dans l'année. D'accord? Ln. D'accord? Qui n'est pas Ln. D'accord? Excellent. Je viens de dire à Ayoub, ça ne marchera pas. Hein? Pour les appréciations, évidemment. C'est Ln de x. On va la voir bientôt. D'accord? Même si je pense que notre situation actuelle fera que je vous en parlerai après le bac. Parce que une des choses qu'on a reçues de la part du ministère, c'est qu'il y aura un chapitre à ne pas faire. C'est soit le chapitre équation différentielle, soit le chapitre logarithme. Alors comme le chapitre logarithme, c'est pas difficile, mais c'est un peu long et que j'ai très peu de semaines, j'étais en train de réfléchir à faire plutôt équation différentielle, mais je dois encore en discuter avec les collègues. Donc on a ce chapitre-là qui pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Je vous tiens au courant, évidemment. Dans tous les cas, c'est pas le moment de s'en occuper pour le moment. Occupons-nous de la fonction exponentielle.
Et du coup, cette inéquation vient de devenir beaucoup plus simple parce que vous savez quand est-ce que x au carré est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire quand? Tout le temps. Sauf... Alors, il faut juste préciser que c'est vrai, x au carré est tout le temps positif, mais il y a une valeur pour laquelle x au carré vaut 0. Il vaut mieux le dire. Tu verras pourquoi dans un instant. Il y a I, monsieur. I. Qui vaut? Ah, dans le cours de maths experte. Oh, comment on se l'appelle? Non, on va alors... Ici, on est en train de travailler avec des fonctions de variables réelles. La fonction des variables complexes s'étudie en général entre la 2e et 3e année de prépa / université / formation post-bac. Donc, on se calme. La fonction de variables complexes. Vous, pour le moment, vous avez étudié les nombres complexes, mais pas les fonctions définies avec des nombres complexes. Ce qui est un sujet beaucoup moins facile. D'accord? Pour utiliser un euphémisme. Donc, x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, c'est toujours vrai. Et x égale à 0 implique x au carré égale à 0. D'accord? Important de le noter. Mais du coup, si c'est toujours vrai, je remonte jusqu'en haut. Et donc, ça aussi, c'est toujours vrai. Oups, pardon. Qu'est-ce que je viens de faire? Toujours vrai aussi. Bon, je peux faire du coup le tableau des signes. Je le fais un peu plus large cette fois-ci. X, 2x, e à la puissance x au carré, moins 1. Et enfin, h'. Donc, ça c'est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, clairement. 2x, donc on sait que c'est pour 0 que ça change de signe. Et donc, lui, il est plus, mais c'est égal à 0 pour la valeur 0. D'accord? C'est pour ça que ça, il faut vraiment le mettre. Parce que ici, vous voyez, j'ai pu rajouter cette valeur. Et donc ici, j'ai plus fois moins, ça fait moins. Là, c'est clairement égal à 0. Et ça, c'est plus. Donc, ça veut dire que les variations de h, elles vont être de la forme suivante. Négatif, positif, décroissante, donc, et puis croissante. Voilà. Je vous laisse le temps de recopier. Est-ce que vous aviez trouvé ça, ce qui était arrivé jusque-là? Ou quelque chose de similaire tout de même? Oui? Bien. Ok. Alors, j'ai fait l'étude du signe. Vous avez vu, il ne dit pas de faire les variations de h. Mais faites-le quand même. C'est toujours une information que vous pouvez utiliser. Et croyez-moi, ici, c'est implicite qu'il faut le faire, même s'il ne le demande pas explicitement. Ensuite, il dit vérifier que h de 0 est égal à 0, puis conclure quant à la question posée. Alors déjà, on va vérifier que h de 0 est égal à 0, hein, calmement. Comment je fais? Alors, je prends h de x, je le calcule tout simplement. Donc ça, c'est h de x. Je calcule h de 0, tout simplement. Ça fait e à la puissance 0 au carré, moins 0, moins 1. Et donc ça fait 1, moins 0, moins 1. Donc ça fait bien 0. Et donc ça veut dire que dans mon tableau des variations, là, je peux marquer 0. Okay? Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que cette fonction-là, elle est décroissante de je ne sais pas quelle valeur jusqu'à 0. Et ensuite, que cette fonction-là, elle est croissante de je ne sais pas quelle valeur jusqu'à... Pardon, excusez-moi. Je recommence. Je sais que la fonction h, elle est décroissante de je ne sais pas quelle valeur jusqu'à 0. Et qu'ensuite, elle est croissante de 0 jusqu'à je ne sais pas quelle valeur. Qu'est-ce que je peux conclure sur le signe de h? Elle est comment la fonction h? Quelqu'un qui me répond, auquel je n'ai pas déjà demandé de baisser la main parce que j'ai compris que vous avez compris. Quelqu'un qui a des doutes mais qui veut essayer? Ou quelqu'un qui n'a pas fait ça à la maison et qui veut essayer de répondre? Non? Il m'aide? Alors, h de x, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez.
là, elle vaut 0. Là, elle vaut plus que 0. Et là aussi, elle vaut plus que 0 parce qu'elle est arrivée à 0 en décroissant. Mais si 0, c'est la fin de la décroissance, ça veut dire que avant, elle était plus grande que 0. Donc, d'un point de vue du signe, je sais maintenant que h de x est toujours supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant au réel. Et ça va être utile parce que moi je sais que h de x est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à e à la puissance x au carré moins x au carré moins 1. Donc, ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à 0. Et alors, juste avec un petit passage algébrique, je vais prendre ce terme et ces termes et les passer de l'autre côté. Et je trouve e à la puissance x au carré supérieur ou égal à x au carré plus 1. Et ça, c'était exactement ce que, au tout début de l'exercice de la partie 2, il m'avait demandé de démontrer. Alors, vous avez vu que pour faire cette conclusion sur le signe de H, tout ce dont j'ai eu besoin, c'était de rien en fait. C'était déjà tout écrit. Il fallait juste utiliser mon cerveau pour faire une déduction. Alors, vos cerveaux doivent s'entraîner à effectuer ce type de déduction comme ça. Ça va venir, mais il faut vraiment, vous ne pouvez plus vous en passer des exercices à faire à la maison. Parce que ici, moi, je n'ai pas assez de temps pour tout vous faire voir. De plus, avec des demi-groupes, c'est pire encore. Mais bon, c'est vraiment crucial que ça, ce soit quelque chose que vous faites aussi chez vous en autonomie, que vous, même si vous trouvez des murs et que vous vous arrêtez, au moins le fait d'avoir essayé, ça veut dire que votre cerveau s'est déjà posé la question. Et si vous vous êtes posé la question, alors quand je vous donne la réponse, ça va vous imprimer émotionnellement. Parce que vous avez dû faire face à une difficulté chez vous. Et quand la difficulté elle disparaît, ça vous apprend quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important. Et vous voyez en plus, ce n'est pas long, ce n'est même pas trop difficile en fait. C'est juste qu'il faut se montrer intelligent. Et vous l'êtes. C'est juste une question d'apprendre à le mettre en avant. Et de savoir que ça, c'est le moment où il ne faut pas faire une dérivée mécanique, il faut juste réfléchir à qu'est-ce que vous avez dans les mains et à comment mettre ensemble les pièces de tout ce raisonnement. Ok. La question d'après, c'était... Ah oui, parce que c'est pas fini. Hein. La question d'après... Ah, et du coup, là, regardez, hein, c'était puis conclure quant à la question posée. La question posée, c'était celle en orange. Hein. C'était celle-là. Hein. Je vous rappelle qu'au début, il voulait montrer ça. C'est pour ça que moi, j'ai eu pas d'hésitation et je suis allé dans cette direction-là. C'est parce qu'il me l'avait dit que je voulais ça. Donc, moi, j'ai exécuté. Question. Partie B, pardon. Donc, ça, c'est... lisons-les avant de commencer à les faire. Là, on va parler de g de x. Et g de x, c'est une autre fonction. C'est e à la puissance x au carré divisé par x. D'accord? Important à savoir. Donc, il commence par dire calculer les limites de g en 0 à gauche et à droite. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Ça va être pas compliqué. Et ensuite, il dit utilisez le résultat démontré dans la partie A pour calculer la limite de g en plus l'infini. Intéressantissime question parce que il nous invite à utiliser un truc qu'on a démontré auparavant ici. Je vais vous montrer quel est le truc à utiliser. Et ensuite, du coup, il va commencer à utiliser... il va commencer à faire des questions un peu plus précises. Montrer que pour tout réel x inférieur à 0, g de x est inférieur ou égal à x plus 1 sur x. Ça vient de la question précédente, mais vous ne pouvez pas encore le voir malheureusement. Ensuite, il va déduire la limite 1 moins l'infini. Ensuite, il va montrer que g' de x a le même signe que 2x au carré moins 1. Ça prendra du temps, mais on va y arriver. Mais surtout, la chose importante à capter, c'est que le but final, c'est de dresser le tableau des variations de G. Donc, en fait, tout ce qu'il est en train de faire là, tout ça, ça sert juste à dresser le tableau des variations de G. Dans ces exercices comme ça, où les questions sont en cascade, et donc elles sont conséquentielles, c'est bien de lire d'abord toutes les questions pour comprendre dans quelle direction on est en train d'aller. Quel est le but final? Ici, le but final, c'est de dresser le tableau des variations de G. Avant, le but final était
marquez toujours en jaune là-haut. C'est pour ça que je me le suis assuré, parce que le but, il faut toujours l'avoir dans l'arrière-plan de notre cerveau pour savoir quelle est la direction qu'on va prendre à la fin. C'est une stratégie, vous voyez. Donc, à cause de la contrainte temporelle, je vais m'arrêter à faire les questions 1 et 2 parce qu'elles sont simples et rapides. Beaucoup trop de blabla. Je peux effacer, n'est-ce pas? Ok. Je réponds exactement de ça parce que je vais l'utiliser bientôt. Mais la première chose à faire, c'était quand même de calculer les limites pour x qui tend vers 0 de gauche et de droite. Donc, je commence de droite parce que pourquoi pas. De e à la puissance x au carré divisé par x. Merci. Ok. Alors, déjà, essayons d'avoir une idée de ce qui se passe. Ça, c'est quoi? Ça, c'est e à la puissance x au carré divisé par x. Je connais très bien e à la puissance x au carré. J'ai déjà étudié cette fonction et je sais déjà que sa limite pour x qui tend vers 0, c'est 1. Je le sais parce que j'avais son tableau des variations, vous vous rappelez, hein, je l'ai déjà. Et son tableau des variations me disait que pour x égale à 0, e à la puissance x au carré, ça vaut 1. Donc en bas, j'ai une division par x. La question c'est... Donc excusez-moi, j'ai une division par 0 parce que x tend vers 0. Donc ça, c'est une classique forme 1 divisé par 1, 0. Donc ici, pour savoir si ça tend vers plus ou moins l'infini, parce que c'est sûr que ça fait infini, d'ailleurs je peux déjà le marquer. Pour savoir si ça tend vers plus ou moins l'infini, ce qu'il faut faire, c'est savoir si la fonction en bas présente un 0 plus ou un 0 moins. Comment le savoir? La manière la plus simple, c'est tout simplement d'étudier le tableau des signes de la fonction. Surtout parce qu'ici, c'est méga simple. Donc, je vous conseillerais de l'attaquer comme ça, celle-là. Et le tableau des signes de la fonction, en fait, c'est simple parce que vous connaissez déjà le signe de e à la puissance x au carré. Vous savez que ça, c'est toujours positif. On a déjà résolu cette inéquation. Vous vous rappelez? Et donc, si je devais faire le signe de g, bah, ce serait du coup tableau. Vous avez au numérateur e à la puissance x au carré. Au dénominateur, vous avez x. Ici, je vais marquer le signe de g. Ici, je mets x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Je sais que e à la puissance x au carré est toujours strictement positif. Je sais que x, évidemment, il est positif quand il est positif et négatif quand il est négatif, mais il ne peut jamais s'annuler parce que c'est une valeur interdite, il est au dénominateur. Et donc ici j'ai négatif, positif et ici valeur interdite. Ce qui fait que quand x est supérieur à 0 dans la limite, ce plus, bah c'est du coup un 0 plus. Et donc ça va faire plus d'infini parce que je suis de ce côté-là. Je suis en train de tendre vers 0 de ce côté-là. De l'autre côté, du coup, la limite pour x qui tend vers 0, x étant inférieur à 0, de e à la puissance x au carré divisé par x, ça fait cette fois-ci toujours 1 au numérateur, mais cette fois-ci au dénominateur, ce sera 0 moins, parce que je me trouve de l'autre côté. Cette fois-ci, du coup, x est en train de tendre vers 0, mais du côté de gauche. Et donc, ça fait moins l'infini. Déjà, j'ai trouvé deux limites, je suis plutôt content. Je vous le laisse encore quelques secondes. Et ensuite, la question d'après, c'était calculer la limite pour x qui tend cette fois-ci vers plus l'infini. Ah non, excusez-moi, je vais vous le faire à côté. Calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini de e à la puissance x au carré sur x. Et là c'est des problèmes. Parce que vous savez qu'au numérateur, ça tend vers plus l'infini, parce qu'on a déjà calculé cette limite juste avec le numérateur, en oubliant le dénominateur, mais le dénominateur aussi, il tend vers plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Oui, Med? En haut, c'est super. Alors, effectivement, toi, tu te rappelles, et c'est bien, que les exponentielles gagnent tous les combats. Mais il faut le démontrer. Parce que ce que tu sais, vous avez un résultat du cours qui vous assure que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de e à la puissance x sur x, ça fait plus l'infini. Ça, c'est un résultat du cours qui ici vous est inutile parce qu'au numérateur, vous n'avez pas la même chose. Vous avez e à la puissance x au carré. Ce qui est un problème. Mais, il y a autre chose que vous pouvez dire grâce à ça. Et dans le texte de l'exercice, il vous le suggère. Il dit, quelque part, là-haut,
excusez-moi. Il dit, utilisez le résultat démontré dans la partie A pour calculer la limite de G en plus l'infini. C'est quoi le résultat démontré dans la partie A? C'est celui en jaune. Celui qui était mis en évidence dans la partie A. Eh bien, pourquoi on veut utiliser ce résultat-là? Eh bien, parce que vous savez quoi? Vous savez que E à la puissance x au carré est supérieur ou égal à x au carré plus 1. Ok. Mais du coup, ça veut dire que si je divise tout ça par x et tout ça par x, et que x est positif, et comme je suis en train de tendre vers plus infini, x est positif, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici la fonction dont vous voulez connaître la limite, et ça, c'est une fonction dont vous connaissez ou pas la limite? Oui, et celle-là, elle est facile. Parce que c'est, bien sûr, une forme indéterminée, mais si vous mettez un facteur commun x au carré au numérateur et x au dénominateur, vous le savez que celle-là, ça tend vers plus l'infini. Et donc, vous utilisez quel théorème? Exactement. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous le faire parce que je dois vous rendre les copies. Il me reste 3 minutes. D'accord? Je vous laisse donc compléter cette partie-là à la maison, si jamais vous ne l'aviez pas terminé, ce que je trouve possible. Et ensuite, j'y rajouterai aussi un autre exercice parce que vous avez 2 après-midi. Attention aux exercices pour la prochaine fois.